Tout de suite, c'est la revue de presse avec Chaim Fekri. Bonjour Chaima. Bonjour Rachid. Vous nous emmenez ce matin à Tata à travers la presse et la relance des oasis qui se poursuit après les inondations de 2024. Exactement, donc on parle de quelques 5300 rejets de palmiers dattiers qui ont été distribués dans la commune de Tamanat. L'opération bénéficie à 200 agriculteurs. Elle vise à réhabiliter les écosystèmes oasiciens endommagés, initiée par la direction provinciale de l'agriculture. Elle s'inscrit dans un programme global de relance. Objectif, améliorer la productivité et les revenus. D'après tel quel, un accompagnement technique est prévu. Il porte sur le choix des sites, les méthodes de plantation et le suivi des cultures. Des conseils ont aussi été dispensés sur l'irrigation et la prévention des maladies. Le programme devrait être étendu à d'autres communes touchées. L'opinion traite de la subvention du gaz butane renforcée par le gouvernement marocain. Elle passe de 30 à 78 dirhams par bonbonne pour préserver le prix de la bonbonne de gaz. C'est ce qu'a dit le ministre du budget, Fawzi El-Qaddah. L'objectif est de maintenir les prix face à la flambée de l'énergie. Le coût mensuel atteint 600 millions de dirhams pour l'électricité. 400 millions de dirhams supplémentaires sont injectés chaque mois pour stabiliser les factures. Côté transport routier, une aide de 3 dirhams par litre de carburant est accordée jusqu'au 15 avril, un soutien qui représente 648 millions de dirhams par mois. Ces mesures visent à atténuer l'impact des tensions au Moyen-Orient sur l'économie marocaine. Ryanair lance une nouvelle liaison entre Valence et Rabat. 4 vols hebdomadaires sont programmés pour l'été 2026. Comme le rapporte le site Info, ces dessertes visent à renforcer la connectivité entre le Maroc et l'Espagne et s'inscrit dans un programme estival élargi de la compagnie. L'ambition est d'offrir plus d'options de voyage à des tarifs compétitifs. Les vols sont désormais disponibles à la réservation via l'application mobile de Ryanair. La presse rapporte aussi que 8 pays musulmans dénoncent une escalade dangereuse en Israël. Ces pays réagissent à l'adoption d'une loi instaurant la peine de mort pour les terroristes. Selon eux, cette législation viserait principalement les Palestiniens et serait discriminatoire. Le Figaro souligne que ces pays alertent sur un risque d'aggravation des tensions et d'instabilité régionale. La loi prévoit la peine de mort ou la prison à vie pour certains actes qualifiés de terrorisme. Pour les Palestiniens de Cisjordanie, la peine capitale pourrait devenir la sanction par défaut. L'ONU évoque un possible crime de guerre. Plusieurs pays dénoncent aussi une grave violation des droits humains. Et la violence sur le terrain ne faiblit pas. Au Liban, 3 journalistes ont été tués dans une frappe israélienne, illustrant les risques croissants pour les civils et les médias dans ce conflit. C'est ce qu'a rapporté Courrier International. Des experts indépendants de l'ONU réclament une enquête internationale. Ils estiment qu'Israël n'a pas fourni de preuves crédibles sur leurs liens présumés avec des groupes armés. Les experts dénoncent une pratique dangereuse visant des journalistes. Ils rappellent que travailler pour un média lié à un groupe armé ne constitue pas une participation directe aux hostilités. Depuis 2023, au moins 11 journalistes libanais ont été tués, selon le Comité pour la protection des journalistes. Et à Gaza, 210 journalistes palestiniens ont également perdu la vie. Et on reste au Moyen-Orient avec le Qatar, cette fois-ci, qui cherche des alternatives au détroit d'Ormuz bloqué par la guerre. Premier exportateur de gaz naturel liquéfié, le pays a stoppé sa production depuis près d'un mois. En cause, l'impossibilité pour les méthaniers de circuler et des installations partiellement détruites. Le site de Ras Laffan, principal hub d'exportation, est à l'arrêt, explique France Info. Pour contourner ses dépendances, Doha étudie plusieurs options, parmi elles développer des pipelines vers des ports hors de la péninsule arabique ou passer par des pays voisins comme l'Arabie saoudite. Des projets coûteux qui nécessitent surtout des accords politiques régionaux. Leur mise en œuvre pourrait prendre plusieurs mois, voire des années. Et puis on s'intéresse aussi à la Russie, du moins la presse s'intéresse également à la Russie et elle nous dit que le pays ne manque pas de soldats malgré les lourdes pertes en Ukraine. Donc, depuis 2022, des centaines de milliers de combattants ont été mis hors de combat, mais Moscou continue de recruter massivement avec plus de 400 000 nouvelles recrues prévues en 2026. The Conversation explique que cette capacité repose sur des incitations financières importantes, notamment dans les régions pauvres. La stratégie
stratégie vise à compenser les pertes par le nombre. L'État a aussi renforcé les avantages matériels et le soutien aux soldats pour maintenir l'attractivité de l'armée. Mais la mobilisation massive ne se limite plus au volontariat. Dans certaines régions comme Ryazan, les entreprises de plus de 150 salariés doivent désormais transmettre des noms. 2 employés pour les PME jusqu'aux 5 pour les grandes structures. Officiellement volontaires, ces recrutements s'accompagnent de sanctions en cas de refus. C'est ce que explique le site Slate. Des amendes pouvant atteindre plus de 12 000 $ sont prévues. Cette mesure traduit les difficultés de recrutement malgré les incitations financières. Elle pourrait aussi fragiliser l'économie, déjà en manque de main-d'œuvre. Et l'objectif affiché, c'est de renforcer les effectifs militaires sans mobilisation massive. L'Europe cherche à renégocier sa présence dans les missions lunaires de la NASA, c'est ce qu'a relayé Les Échos. L'abandon du projet Gateway prive 3 astronautes européens d'un vol en orbite lunaire. Joseph Aschbacher, directeur de l'ESA, veut transformer ces places pour des missions sur la surface lunaire. Le but reste d'envoyer des Européens marcher sur la Lune tout en développant l'autonomie technologique du continent. Les modules déjà construits pour Gateway seront réutilisés pour la future base lunaire américaine. Le programme Artemis prévoit un investissement de 20 milliards de $ sur 7 ans. Et on s'intéresse à présent à Jonathan, la plus vieille tortue du monde qui n'est pas morte. Un faux compte sur X annonçait son décès à 193 ans, suscitant l'émotion sur Internet. C'est ce qui explique 20 minutes. Le vétérinaire Joe Hollins a rapidement rétabli la vérité. Jonathan se porte bien. Derrière ce faux décès se cachait une arnaque aux crypto-monnaies visant à soutirer des dons des internautes. La tortue vit sur l'île de Sainte-Hélène et pourrait atteindre 250 ans, avec un protocole spécial prévu pour son décès futur. Shaima, nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 avril 2026. Quel autre 3 avril avez-vous retenu dans l'histoire ? On va parler aujourd'hui du 3 avril 1862, la date où Victor Hugo publie les 2 premiers tomes des Misérables. Exilé à Guernesey, l'écrivain, déjà célèbre pour sa poésie et Notre-Dame de Paris, y dénonce l'injustice sociale et les souffrances du peuple. Le roman est le fruit de plus de 30 ans de travail. Dès 1828, Victor Hugo avait imaginé Les Misères, un grand roman sur la pauvreté. Il a mené un long travail de documentation, visite de bannes et d'usines, témoignages, observations de scènes de la vie quotidienne. L'expérience des barricades de 1848 et des mouvements populaires inspire des personnages comme le petit Gavroche. Entre 1860 et 1862, l'exil lui permet de donner sa forme définitive à l'œuvre. Les Misérables ne sont plus seulement une description de la misère, mais l'incarnation vivante de la souffrance à travers des personnages inoubliables, donnant au roman une dimension universelle et planétaire. Merci beaucoup, Shaima Fekli, pour cette revue de presse.